Allez, on plonge direct dans le vif du sujet. Le printemps 2026, ça ne sera pas juste une date de plus sur le calendrier. Ça s'annonce littéralement comme un moment de bascule dans notre histoire économique et industrielle. On ne parle pas ici de la fin d'un empire ou d'un traité de paix, mais d'un événement financier d'une ampleur complètement dingue, l'introduction en bourse de SpaceX. Dans ce décryptage, on va éplucher ce qui se cache vraiment derrière cet événement monumental. Parce que, honnêtement, la réalité est bien plus complexe et fascinante que les simples lancements de fusées qu'on a l'habitude de voir à la télé. Prenons juste une petite seconde pour observer ce chiffre. 2000 milliards de dollars. C'est la valorisation envisagée pour cette opération. C'est un montant tellement énorme que ça en devient presque abstrait, pas vrai? Pour mettre les choses en perspective, c'est plus que le PIB cumulé de 93 pays, c'est-à-dire près de la moitié des nations de notre planète. Ça dépasse même la valeur d'Aramco, le géant pétrolier saoudien qui détenait jusqu'à présent le record absolu de la plus grosse introduction en bourse. L'échelle de tout ça défie tout simplement l'imagination. Du coup, la question qui nous brûle forcément les lèvres, c'est de savoir ce qui pourrait bien justifier la plus grande capitalisation boursière privée de tous les temps. Eh bien, pour comprendre, il va falloir éplucher notre oignon couche par couche, car derrière l'image publique un peu spectaculaire de l'entreprise se cache un vrai mastodonte industriel, technologique et même géopolitique totalement inédit. La narration de surface masque en fait une réalité beaucoup plus profonde. Et ça commence avec notre première couche, le malentendu fondamental. La toute première étape, c'est de casser un mythe hyper tenace. On entend très souvent dire que SpaceX, c'est une entreprise de fusées. Eh bien, c'est un malentendu total. Bon, les images de propulseurs qui atterrissent sur des barges en plein océan, c'est super impressionnant, on est d'accord, mais ça cache le vrai centre de gravité économique de la boîte. Regardons un peu la répartition des revenus projetés pour 2026. L'Agence spatiale publique, le client historique de Prestige, ça ne pèse plus que 5%. L'écrasante majorité, c'est-à-dire 95%, vient du secteur commercial, et surtout de Starlink. En fait, on a affaire à un monopole ultra rentable des télécommunications mondiales. Juste en 2025, ce réseau a été responsable de 82% de tous les lancements orbitaux de la planète. Bref, ils construisent des lanceurs principalement parce qu'ils en ont besoin pour déployer leur propre réseau. Et ça nous amène à un paradoxe financier assez fascinant. Quand on fouille dans le dossier déposé auprès des autorités financières, on trouve des revenus colossaux de près de 18,7 milliards de dollars, mais aussi une perte nette de 5 milliards. Comment expliquer un truc pareil? L'explication est frappante. Les profits très stables de Starlink, qui tournent autour de 4,4 milliards, servent littéralement d'immenses vaches à lait. Cet argent frais et prévisible est massivement réinjecté pour financer des dépenses d'investissement délirantes, on parle de 12,7 milliards de dollars, destinés aux infrastructures de l'intelligence artificielle avec SEI. Donc, l'entreprise investit massivement ses revenus d'aujourd'hui dans la technologie de demain. Ce qui nous amène à la deuxième couche de notre exploration, le catalyseur. Si les télécoms ramènent les capitaux, c'est un autre projet qui porte vraiment les promesses de cette valorisation à 2000 milliards. Le vaisseau Starship. Et attention, ce n'est pas juste une fusée plus grosse que les autres, c'est le catalyseur absolu qui va secouer l'économie mondiale. Pour vraiment comprendre à quel point l'ancien modèle spatial était absurde, faisons une petite analogie. Imaginons une compagnie aérienne qui jetterait un Airbus à 320 flambant neuf après un seul et unique vol entre Paris et Marseille. Ça paraît complètement fou, non? Pourtant, c'est exactement comme ça que l'humanité a fait depuis le lancement de Spoutnik. Le nouveau paradigme ici, c'est la réutilisabilité totale du propulseur et du vaisseau. Et ça modifie fondamentalement toute l'équation économique. Prenons un instant pour observer ce chiffre. 10 dollars par kilogramme. C'est l'objectif de coût avec cette nouvelle architecture. Il faut vraiment laisser ce chiffre faire son chemin dans nos têtes. Pour vous donner une idée, un lancement actuel avec le Falcon 9, c'est environ 2700 dollars. Et historiquement, l'industrie tournait autour de 50 000 dollars le kilo. On parle d'une division des coûts par un facteur vertigineux allant de 1000 à 5000. C'est une chute libre totale. Et c'est là qu'on tombe sur un concept économique super intéressant, le paradoxe de Giffen. En fait, quand l'accès à une ressource devient soudainement ultra abordable, on ne va pas se contenter de faire la même chose pour moins cher. L'effondrement du prix crée une explosion de la demande, avec des usages qu'on ne pouvait même pas imaginer avant. L'orbite cesse d'être une simple zone de transit pour des missions rares, elle se transforme en un tout nouveau territoire économique à part entière. Et justement, parlons de ces nouveaux usages avec la couche numéro 3, l'IA orbitale. Alors, quel est ce nouveau cas d'usage si révolutionnaire qui devient soudainement possible? La réponse touche au plus grand défi de notre époque, l'intelligence artificielle et ses besoins totalement insatiables en énergie. L'IA fait face à un mur sur Terre, les réseaux électriques saturent. Mais avec des lancements à bas coût, l'idée de construire des centres de données directement en orbite devient sérieuse. L'énorme avantage là-haut, c'est que l'énergie solaire est permanente, pas de nuit, pas de nuages. Les projections montrent qu'avec un investissement de 10 à 50 milliards de dollars, on pourrait créer une infrastructure orbitale offrant une puissance de calcul jusqu'à 25 fois moins chère qu'une installation terrestre. C'est un véritable changement de monde. Ce qui nous fait passer à notre quatrième couche, le conglomérat multiplanétaire.
Mais alors, comment tout ce puzzle industriel s'assemble-t-il concrètement? La réponse nous vient de Terafab. C'est une gigantesque usine de puces électroniques au Texas, un investissement de 25 milliards de dollars. Et le détail qui frappe, c'est que 80% de ce qui sortira de cette usine est destiné à des applications spatiales. En fait, on n'assiste pas à des avancées isolées. On est face à la convergence de 5 révolutions géantes. L'intelligence artificielle, la robotique humanoïde, les télécommunications mondiales, l'accès à l'espace ultra low cost et le stockage d'énergie avancé. Ces domaines, qui évoluaient chacun de leur côté jusqu'ici, fusionnent maintenant en un seul et unique écosystème vertical. Chaque élément nourrit tous les autres. Et le calendrier pour tout ça est calé au millimètre. Dès mai 2026, on a le Voltest numéro 12 du Starship. C'est vraiment le juge de paix. Son succès ou son échec dictera directement le ton de la tournée de présentation aux investisseurs, prévue le mois suivant. À plus long terme, fin 2026 et début 2027, la montée en puissance des usines ouvre la porte des rumeurs de plus en plus fortes sur une fusion inédite entre Tesla et SpaceX. Ça créerait une entité corporative d'une taille jamais vue dans l'histoire des marchés financiers. Enfin, plongeons dans notre 5e et dernière couche, la souveraineté d'entreprise. On touche ici à un vrai basculement géopolitique. Cette entité a le statut très particulier de société contrôlée, ce qui signifie qu'elle contourne pas mal de règles de gouvernance traditionnelles. Mais le truc le plus sidérant, c'est ça. Lisons ce passage tiré directement du document officiel soumis au régulateur financier américain. Il évoque l'établissement d'une colonie humaine permanente sur Mars, avec au moins 1 million d'habitants. Ce n'est plus un vague rêve de science-fiction, c'est devenu une obligation contractuelle écrite noir sur blanc, qui est directement liée à la rémunération des dirigeants. D'un point de vue juridique, l'objectif d'une espèce multiplanétaire est littéralement inscrit comme une obligation d'entreprise. C'est assez fascinant de regarder ça avec le filtre de l'histoire. Au XVIIe siècle, des mastodontes comme la Compagnie néerlandaise des Indes orientales s'étaient vus accorder des pouvoirs quasi-étatiques. Le droit de battre monnaie, de lever des armées, de signer des traités. Aujourd'hui, on observe un acteur privé moderne qui déploie des capacités similaires. Le contrôle monopolistique de l'accès à l'orbite, la gestion d'un réseau de communication mondial et la capacité logistique d'établir des colonies hors de la Terre. Comme on dit, l'histoire ne se répète pas, mais elle rime. Pour résumer toute cette dynamique inédite, cette citation de la présidente de SpaceX, Gwynne Shotwell, tape vraiment dans le mille. Elle évoque une nouvelle façon de gérer une entreprise. Parce que oui, cette introduction en bourse n'est pas qu'une simple levée de fonds géante. C'est un test grandeur nature pour voir si une entité privée peut entièrement redéfinir la notion même d'entreprise, la notion d'infrastructure vitale, et peut-être même repousser les limites de ce qui constitue un État au XXIe siècle. Et on termine avec cette vraie question ouverte. Avec un coût d'accès à l'espace qui s'effondre littéralement, l'orbite terrestre n'est plus une frontière lointaine, c'est devenu un nouveau territoire en pleine conquête. Face à une concentration aussi inédite de pouvoirs technologiques, financiers et logistiques entre les mains d'une seule entité, il faut vraiment se demander si on n'est pas tout simplement en train d'assister à l'ouverture d'une toute nouvelle ère dans l'histoire de la civilisation humaine. Et tout ça impulsé directement par le marché. Ça donne matière à réflexion, n'est-ce pas ?